Bonjour à tous, bienvenue sur Only a John podcast numéro 144. Moi, c'est Plax et je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo? Thiergo a déménagé. Est-ce que ça se passe bien? Voilà, Thiergo a déménagé. Thiergo a un peu la tête dans le fondement parce qu'il est 6h15 ici. Mais nouveau setup avec un petit casque des Giants. Et hop, aussi, j'avais oublié de vous montrer ça, la photo dédicacée du helmet catch, enfin de la passe avant le helmet catch que j'ai décroché maintenant, donc il va falloir que je la raccroche. Ouais, moi aussi j'en ai, mais je vais pas décrocher les miens. Et j'ai eu une galère. J'en ai un de Brandon Jacobs que j'avais acheté, qui devait pas être de qualité de ouf. Et avec le soleil, il a fini par pas jaunir, mais la signature a quasiment disparu. Je suis deg. Bref, bon, je l'avais pas. Peut-être que je fasse attention parce que du coup, c'est à côté d'une fenêtre, moi, mon truc. Donc, Ouais, bah, si c'est de la bonne qualité, ça va, mais si c'est des trucs de papier pas ouf, ça c'est facile. Ouais. Tu vois, j'en ai deux autres de Plaxico Burress sur le catch, tu sais, pendant le Super Bowl, où il l'attrape Ouais. dans la end zone, et l'autre du catch à trois doigts de Odell Beckham, ça tient. Et le Brandon Jacobs, qui était stylé, mais malheureusement, bon voilà, tant pis. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de notre collection de Giants. On va parler aujourd'hui de deux choses. On va parler des rookies, puisqu'il y a eu quelques petits entraînements. Il y a le rookie camp. On va voir s'il y a 2-3 informations qu'on peut vous donner, qu'on a entendu des insiders, qu'au moins moi je vous donnerai. Et on va surtout parler du calendrier, puisque le calendrier est sorti, vous le savez. On a donc le calendrier le plus difficile de la NFL, on va en parler. Mais avant ça, je voudrais que l'on parle un tout petit peu, parce qu'on en a parlé au dernier podcast, et on a des gens à remercier qui nous ont suivis, qui ont soutenu le podcast. Notamment, on remercie Yerem, on remercie Thomas et on remercie Thibaut, qui nous ont soutenus et qui nous ont apporté leur soutien, certains ponctuels, d'autres qui sont encore abonnés. Donc merci beaucoup à vous sur le Patreon de soutenir pour tous les aspects financiers et abonnements qu'on a à notre charge. Et on remercie encore ceux qui sont encore abonnés depuis un paquet de temps, Boss Jus, Guillaume D, Vincent et Jimmy. Merci à vous. Si vous avez envie de nous soutenir, est-ce que Thiergo, tu peux juste rappeler en quelques mots comment on peut soutenir le podcast? Ouais, il faut aller sur patreon.com/onlyajohnpodcast et vous choisissez votre niveau d'abonnement. Hein. Ça va de 3 à 100 euros par mois. Et si vous voulez faire juste une donation en one shot, bah, choisissez votre abonnement, vous attendez d'être débité. Normalement, ça se fait quasi immédiatement. Ouais. Et puis, vous enlevez l'abonnement. Et encore une fois, merci à tous nos contributeurs. C'est ce qui permet à ce podcast d'être de qualité, d'avoir le matos et les services qu'on utilise pour faire en sorte de vous donner du contenu qui soit intéressant et accessible pour tout le monde. Et de faire vivre les autres réseaux sociaux que l'on anime également. Alors juste pour rappel, Graham Gano, c'est 3 euros. Le niveau Dexter Lawrence, 10 euros. Où en plus de vous citer, vous avez droit à un sticker de Giants France et du podcast. D'ailleurs, l'année dernière, il y a quelqu'un qui avait... je crois que c'est Thibaut, il me semble, qui avait fait une contribution ponctuelle. Je l'avais contacté parce que si vous faites une contribution, restez connecté sur votre Patreon parce que je vais vous envoyer un message pour vous demander votre adresse. Et Thibaut avait fait une donation et il n'avait pas répondu à mon message. Et là, il a refait une donation ponctuelle et là, il a répondu. Donc, merci à lui. Plaxico Burress, 30 euros. Vous avez en plus les sous-bocs Eli Manning et le niveau Eli Manning à 100 euros. Vous avez en plus de tout ça le t-shirt. Voilà. On va pas aller plus loin là-dessus, on va parler de nos rookies que l'on voit derrière moi. Alors justement, cette photo, alors j'ai un peu de mal à me baisser, mais cette photo vient, avec les belles dents ici d'Abdul Carter, vient du rookie camp qui a eu lieu il y a eu quelques jours. Le premier jour était en intérieur parce qu'il pleuvait. Il y a eu un jour 2. Ensuite, il y a eu, juste derrière le rookie camp, il y a eu un autre jour où il y a eu les... Alors, j'ai pas très bien compris comment ça s'est organisé, mais il y a eu un moment où ils étaient les rookies mélangés avec les vétérans. Donc, les tout premiers entraînements sont que les rookies, où il y a beaucoup d'undrafted, beaucoup de mecs qui sont juste là en trial, qu'on reverra sûrement jamais et qui, d'ailleurs, ne devraient pas vivre du foot américain dans leur vie. Il y a très peu de chance, à moins qu'ils viennent jouer en France. C'est des joueurs qui n'ont pas le niveau malheureusement, mais qui sont là pour animer un petit peu et permettre à ces rookies de jouer. Et ensuite, les rookies joignent l'entraînement avec tout le monde. Et on a eu la fameuse photo, il y avait nos 4 quarterbacks qui sont en train de faire un drop back prêt à lancer, qu'on a retrouvé un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as suivi, Thiergo, un petit peu, tu as eu vent de ces différents entraînements, tu as regardé un peu de loin? Il ne s'est pas passé énormément de choses, ces entraînements qui sont un peu sans importance, mais est-ce que tu as eu un peu quelques infos de ça ou pas du tout? Non, je dois, parce que
comme j'étais tout simplement en plein déménagement, j'ai un peu Oui, laissé oui, ça de côté. c'est vrai. Mais bon, les rookie camp, ça présente pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est Non. voir nos rookies sous les couleurs des Giants pour la première fois. C'est aussi à ce moment-là qu'on les voit choisir leur numéro de maillot. Donc Mhm. j'essaie de les charger devant moi pendant que tu parlais, mais sans succès. Mais en effet, ce qui m'a surpris, c'est que les vétérans soient impliqués aussi rapidement avec les rookies, parce que généralement, un rookie camp, c'est 2-3 jours, généralement 3 Ouais. jours, et les vétérans rencontrent les rookies quelques semaines plus tard, quand il y a les OTA qui commencent, Mm. et le mini-camp obligatoire, parce qu'on le rappelle, les OTA, c'est volontaire. Il y a certains joueurs qui, dans leur contrat, reçoivent des bonus s'ils viennent à ces entraînements volontaires. Et par contre, le mini-camp, c'est un camp qui est obligatoire pour toute l'équipe, ce qui veut dire que si un joueur décide de ne pas venir parce que, par exemple, il est en bisbille avec l'équipe pour renégation de son contrat, et ben, l'équipe peut lui appliquer des amendes. Bon, là, on n'a pas ce genre d'histoire sur cette intersaison avec les Giants, mais on l'a eu et on le voit aussi dans d'autres équipes de temps en temps. Et la dernière étape qui est la plus importante, c'est le training camp qu'on verra fin juillet, début août, avant la pré-saison. Donc, Ouais. c'était intéressant, en effet. On a vu Russell Wilson faire sa moonball, envoyer ça à quelques receveurs et voir tous les quarterbacks ensemble. Nous, ça nous fait plaisir parce que, en fait, à part Tommy DeVito, c'est une quarterback room qui est complètement différente. Mm. Ouais, tout à fait. Alors, sur ce rookie camp, le peu d'infos que moi j'ai pu glaner à droite à gauche en écoutant des podcasts ou en lisant un peu ce qui s'est dit. Tu parlais des numéros. Abdul Carter a choisi le numéro 51 pour l'instant. C'est fort probable qu'il le garde au moins pendant cette saison. Et Jackson Dart a pris le numéro 6. Il a dit, Jackson Dart, ils lui ont demandé est-ce que tu vas le garder. Il a dit, je sais pas, je vais regarder des photos de moi, voir si ça me donne le bon style ou pas. En fonction de ça, je choisirai si ça me convient ou pas. Bref. Abdul T'as vu Carter, que, ouais, vas-y. ouais, t'as vu que Carter a demandé à Phil Simms s'il pouvait avoir le numéro Le 11? 11, oui, parce qu'il avait le 11 à Penn State et il a demandé, mais c'était hors de question. Et il y avait l'histoire du 56 pareil, c'était non. Alors, je crois qu'on en avait parlé. Il disait c'est à toi de te faire ta propre legacy, donc non, je te donne pas ce numéro, ce qui est logique. Hein. Tu vas pas. Je pense pas que ce soit servir le joueur que de lui donner le numéro du plus, comme on en parlait la dernière fois, hein, du plus grand joueur de tous les temps, sûrement de NFL. Donc voilà. En tout cas, il a pris le numéro 51, qui appartenait à qui juste avant? Il appartenait à comment il s'appelle? Aziz Ojulari. Aziz Ojulari, ouais, c'est ça, qui est Et il a parti. appartenu aussi à Zach Dee aussi, le long snapper qu'on a eu pendant Mm. pratiquement 15 ans. Donc, non, moi je trouve que c'est bien que Carter ait son propre numéro. Oui. Il va créer sa propre légende. Et oui, comme tu dis, peut-être qu'il décidera de changer son numéro s'il y a quelque chose qui devient un peu disponible. Pour ce qui est de Jackson Dart, si je dis pas de bêtises, il portait le numéro 2 Ouais. en université, mais le numéro Ouais. 2 appartient actuellement à, comment il s'appelle, Deontay Banks. Ouais. Et on sait comment est Deontay Banks avec les numéros. C'est quelque chose qui a l'air d'avoir beaucoup d'importance à ses yeux. Peut-être que Dart se dit qu'il récupérera le 2 quand Banks sera parti, s'il part. Je crois que tu allais dire quand il sera viré à la fin de la saison ou quelque chose comme ça. Ouais, en plus, il n'avait pas le 2 l'année dernière. Je crois qu'il a changé cette année. Il devait avoir le Il 3 ou avait le quelque chose. 3 l'année dernière. Ouais. Il avait le 3 parce qu'en fait, il a récupéré le 3. Tu te rappelles, moi, je n'avais pas trouvé très classe parce que Sterling Shepard venait de se faire Ah oui, couper. je me rappelle. Et le mec, dans la seconde, sur Twitter, il fait ouais, maintenant je récupère le 3. Ouais. Et je ne sais pas ensuite pourquoi est-ce qu'il a récupéré le 2, mais ouais, il a décidé Qui de avait prendre. l'an dernier, quelqu'un avait le 2? Non. Le dernier, je me souviens avoir eu le 2, ça doit être Mike Glennon. Beau Tyrod souvenir. Taylor. Ah ouais, Tyrod Taylor avait le 2, ouais, peut-être, t'as raison. Oh non, il avait le Ouais. 5. Tyrod Taylor, c'était 5. Ah bah, je ne sais plus qui avait le 2 alors. Mais Bon, on bref, peu on voit importe. pas souvent des joueurs qui ont le 2 dans notre équipe, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc il aurait peut-être pu le prendre, malheureusement. Bon, c'est pas disponible. Au-delà des numéros, alors ce que j'ai retenu, il y a deux choses principalement. La première, c'est sur Abdul Carter. Les remarques des insiders, c'est que, alors déjà visuellement de près, il est assez imposant, ça on pouvait s'en douter. Il y a toujours ce côté-là de, tu vois, les insiders ou les analystes ont vu les joueurs
pas comme les coachs d'aussi près. Ils les ont vus souvent à la télé ou pendant des matchs en temps réel, mais ils n'ont pas vu de près. Donc là, ils ont un peu ce côté, voilà, ça y est, on a un feeling un peu du mec en étant à côté de lui. Donc Abdul Carter est effectivement imposant, et en plus, ce qui ressort de lui, c'est qu'il a un peu de manière différente par rapport à ce qu'on a Thibodeau. Thibodeau est peut-être un peu plus fin au niveau des jambes. Là, Abdul Carter, c'est le bas du corps, voilà, les jambes vraiment qui sont très importantes pour un rusher, sont plus importantes, massives, et il disait, voilà, je pense que ça, c'est important pour un rusher. Donc, par rapport à Thibodeau, c'est une petite différence. Donc, c'est pas une info qui est incroyable, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Et sur Jackson Dart, ils étaient assez impressionnés du leadership de sa tranquillité qu'il avait, sa capacité à faire des huddles corrects. Alors pour l'instant, il n'y a pas toute l'équipe, il n'y avait pas les vétérans, etc. Donc le huddle, c'est forcément plus facile, t'es dans un environnement différent. Mais il disait, voilà, il a la main sur l'équipe, tout se passe bien, il n'y a pas de offside, les gens sont bien alignés, machin. Et tout ça, c'est un process qui est long à apprendre. S'habituer à tout ça, en fait, c'est vraiment une question d'habitude, tout ça. Même si tu le sais, être avec les mecs, etc. Et puis quand tu es rookie et que tu vas commencer à discuter avec les vétérans, bah, tu dois faire tes preuves, tu dois t'imposer. Les mecs, ils vont pas te faire confiance comme ça, surtout quand tu es un quarterback. Donc, il a a priori ce feeling et ce leadership naturel. Voilà, c'est surtout ça qu'on va retenir, c'est le leadership naturel. Et puis, dernière info que j'ai entendue aussi, ils étaient assez impressionné sur le zip qu'il est arrivé à mettre dans sa balle. Il a un bras qui n'est pas gigantesque, il n'envoie pas des passes de 80 yards comme certains autres QB. Tu n'as pas besoin de faire ça pour être bon en NFL, hein, clairement. Je ne pense pas que Tom Brady envoyait des passes de 80 yards. Mais en tout cas, il arrive à mettre de la vélocité dans ses passes. Et ça, il trouvait que c'était très intéressant sur des passes sur les extérieurs du terrain, sur le bord de touche. Ils ont été quand même assez impressionnés. C'était plus impressionnant à voir en vrai que ce qu'ils avaient pu voir pendant les films. Voilà, donc c'est quelques infos. Moi, je retiendrai le leadership, c'est important pour un quarterback. Et ce côté-là, de toute façon, il aura le temps de le développer. Mais ça a l'air d'être assez naturel, c'est lui. Et ça, je pense que c'est bien parce que ça peut pas ça peut se travailler, évidemment, mais ça peut pas s'inventer. Si tu n'as pas un leadership naturel pour jouer à NFL, surtout quarterback, je pense que c'est compliqué. Bah, en fait, ça montre que c'est naturel chez lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout eu la même approche avec un Daniel Jones qui est quelqu'un de beaucoup plus réservé, qui s'exprime moins. Là, quand tu passes de Daniel Jones à Jackson Dart, tu as, en tout cas en termes de personnalité, des gars qui sont complètement différents. Daniel Jones, c'est le gendre idéal que tu verrais. C'est vraiment une caricature ce que je veux dire, mais que tu verrais à la messe tous les dimanches, qui va boire un verre de vin mais pas plus, tandis que Jackson Dart, c'est le gars, tu sens que c'est un mec qui fait la fête. On a quand même déjà vu un peu des trucs sur les réseaux sociaux, il va chasser. Alors ça, c'est pas ouf. Moi, je suis pas trop fan, ça, mais bon. Non, alors oui, mais bon, c'est la culture américaine. Hein. Moi, ce que j'avais dit sur Twitter, c'est il fait un peu redneck. Complètement. Donc redneck, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu les gens qui viennent du milieu des États-Unis, des États style Utah, etc., qui sont très ruraux et qui sont un peu bourrus. Mais ça ne veut pas dire que forcément il est bête ou autre chose. Mais voilà, on a un style qui est même très différent d'Eli Manning, parce que Eli Manning aussi, c'était bon chic, bon genre. Ouais, donc, bien sûr. Ce rookie minicamp, ça veut rien dire en termes de jeu, parce que c'est leur première confrontation à la NFL. On leur apprend des trucs simples, on leur apprend des plays, et ils vont pendant tout l'intersaison répéter les mêmes plays, etc. Tout ça, c'est pour les préparer au training camp pour ensuite se préparer à la saison. Donc, le fait que Jackson Dart arrive, soit capable en fait de prendre en main un huddle et de montrer à quel point il est à l'aise avec des joueurs qu'il vient de rencontrer, hein, c'est plutôt bon signe. Après, moi, ce que je m'attends, c'est que pendant les OTA et les minicamps, on va surtout voir Russell Wilson et Jameis Winston. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu, mais sur les réseaux, il y a une vidéo où Jackson Dart dit que lui, il est vachement impressionné par le style d'entraînement de Jameis Winston. En disant, mais en fait, Jameis Winston, ses entraînements, ils sont super intenses. C'est un gars, il y va à fond, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est très difficile de rester en NFL. Jameis Winston, c'est un ancien premier choix de draft. Et s'il est toujours en NFL aujourd'hui, même si c'est un bust, hein, parce qu'il n'a jamais été au niveau de sa sélection de premier choix,
c'est un joueur qui est capable en fait de se maintenir en NFL et ça a énormément de valeur pour beaucoup d'équipes. Ouais. Et ce truc-là que tu disais, c'était dans une vidéo où il parle de la draft, notamment de Jackson Dart, enfin des 2 choix numéro 1, donc Jackson Dart, Abdul Carter, et il le dit avant d'être drafté par les Giants. Hein. Il dit attends, c'est avant? Oui. Bah oui, je sais pas si c'était avant, mais si c'était avant, il est chez le coiffeur et je crois qu'il dit attends, mais ça veut dire qu'avant ils étaient déjà en train de le filmer avant? Bah oui, il me semble, ils ont dû suivre plusieurs joueurs. Ça me fait douter là. Mais en gros, il disait il posait la question pendant les recrutements dans quelle équipe, avec quel quarterback vous aimeriez vous entraîner? Et il dit ouais, tous les mecs, ils répondaient Tom Brady, Joe Montana, machin. Moi, j'ai dit Jameis Winston, voilà, ça faisait rigoler son coiffeur qui disait ah bon, mais pourquoi? Et puis c'est là où il dit parce que tu verrais quand ils s'entraînent, franchement, ça se voit, machin. Et d'ailleurs, il y a une autre vidéo, il y a une interview assez longue de Joe Shane qui parlait de ce choix. Et il y a une des questions, c'était est-ce que c'était un process d'équipe de recruter Jackson Dart ou est-ce que c'était plutôt un choix de Brian Daboll? Et il disait voilà, non, c'est un process d'équipe. On a décidé en gros le lundi avant la draft qui on allait choisir comme quarterback. On s'est tous mis d'accord. Tout le monde, voilà. Donc, mais ça n'empêche pas que Brian Daboll il a l'air ultra convaincu par Jackson Dart. J'ai juste une petite parenthèse parce que tu mentionnes Brian Daboll, ça m'a fait penser à un podcast qui parlait un peu de. Enfin, ça me faisait penser au Rich Eisen podcast où il parlait de Shedeur Sanders et où ils expliquaient, je ne sais plus quel insider expliquait pourquoi ça s'était mal passé avec les Giants. Ouais, alors et apparemment, ce qui se serait passé, c'est que donc c'est ce qu'on a vu l'année précédente dans le Hard Knocks où on voit Brian Daboll qui explique un play aux joueurs et puis après va dire aux joueurs bon bah ok, on a parlé de ça, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Et ce qui se serait passé avec Shedeur Sanders, c'est que les Giants ont fait ça avec lui, et quand ils l'ont fait revenir, ils ont fait quelque chose qu'ils font régulièrement avec des prospects, c'est qu'ils font exprès de mettre des erreurs quand ils représentent à nouveau le play au joueur pour voir si le joueur va dire ah bah non, ça c'est pas correct, c'est comme ça. Et ce qui se serait passé avec Shedeur Sanders, c'est pas le seul truc, mais c'est l'un des trucs qui a fait tiquer les Giants. C'est que ils ont mis des erreurs et que Shedeur Sanders ne les a pas relevées. Et là, ils se sont dit, ouais, en fait, ça. Il comprend. Donc, mais là, non, mais c'est quand même là où il était drafté. C'est intéressant parce qu'il y a quand même cette vidéo, ça c'est sur le YouTube des Giants où il parle de process de recrutement et Jackson Dart il le faut venir et comme tu as dit les Giants ils sont assez durs avec les quarterbacks et le process de recrutement et Brian Daboll il est très dur, on le voit des trucs, il leur dit des mots, fais ci, fais ça et avec Jackson Dart à moi il dit voilà retourne-toi, il montre des trucs, alors je sais même plus ce qu'il lui dit voilà quel tracé ou je sais plus quoi, quel est le joueur, il montre, il y a d'autres trucs, il dit qui est le Mike, le middle linebacker, c'est lui c'est quoi, c'est le Will, il doit aller assez vite et comprendre assez vite. Et a priori, Jackson Dart a vraiment enchaîné et a vraiment réussi à répondre à toutes les questions. Ils avaient été très impressionnés par ça. D'ailleurs, au moment où il le draft, tu vois le stress qui monte parce que Joe Shane, tu vois qu'il essaye de changer son pick avec d'autres équipes et puis les équipes qui étaient OK pour échanger en théorie. Finalement, le jour de la draft, elles veulent plus, etc. Et donc, il y a ce stress qui monte et finalement, ils arrivent à échanger et à récupérer Jackson Dart. Et tu vois la libération, en fait, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, mais quand Josh... Je dois la regarder. Il félicite Joe Shane, il lui tape sur l'épaule, il lui tape dans la main et tu vois qu'il y a une espèce de fureur dans ses yeux en mode putain, on a chopé le bon gars. Et il lui dit même good job, Joseph, mec. Je savais pas qu'il s'appelait Joe Shane. En fait, Joe, c'est pas Joe, c'est Joseph a priori, parce qu'il lui dit good job, Joseph. Donc voilà, il avait l'air vraiment très 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 content de récupérer ce. Et tu savais que Will c'était aussi le raccourci pour William. Oui, bien sûr. Mais Joe, ça a toujours été Joseph. Il n'y a pas des mecs qui s'appellent Joe tout court. Il y a personne qui s'appelle Joe. Joe, c'est pas leur prénom, ça n'existe pas le prénom de Joe. Alors moi, c'est pour ça que je te taquine, mais pour moi, Joe, ça a toujours été un diminutif de Joseph. Parce qu'il y a des mecs qui s'appellent Will qui s'appellent vraiment Will. Ils ne s'appellent pas tous William en vrai. Ouais. C'est comme quand tu t'appelles Bob. Bob, c'est le diminutif de Robert. Ouais. Écoutez, si vous savez, s'il y a vraiment des gens qui s'appellent Joe tout court, dites-le nous. J'imagine que ça doit exister, des gens qui s'appellent Joe tout court. Mais Joseph. Non, mais alors, je vois de quelle vidéo tu parles. Parce que personne ne l'a jamais appelé Joseph en tout cas. On est d'accord. Non, bien sûr.
mais ça fait partie des trucs que je dois rattraper un peu, mais j'ai dû laisser ça de côté à cause du déménagement. Maintenant, c'est bon, j'ai un peu plus Elles de sont temps. cool, elles durent 20 minutes les vidéos, elles sont Ouais, cool. non, mais moi j'adore ce genre de contenu. Et surtout que là, on est rentré dans la période où il ne se passe rien. Ouais, Donc, oui, c'est clair. tout ce qu'on peut. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu passer sur mon feed YouTube une vidéo que les Giants ont sortie il y a genre 4 mois sur les highlights de Tyron Tracy. Il faut que je la regarde parce que. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, c'est le moment d'aller se taper des vidéos de tout n'importe quoi, parce que c'est vrai que contenu NFL, c'est quand même assez ledge. Au moment où on enregistre, je crois que j'ai vu une des news aujourd'hui, c'est qu'ils vont rediscuter du fameux touche-push. Là, ils vont décider s'ils le bannissent ou pas. Bref, on va pas revenir là-dessus, on s'en fout un peu. Bref, alors, donc le deuxième sujet que l'on voulait aborder, c'était ça que je partage à l'écran Le pour ceux qui calendrier. regardent sur YouTube, le calendrier qui a Waouh! été partagé donc il y a quelques jours. Et donc, alors avant de parler de ce calendrier, vous savez qu'il calcule tous les ans la difficulté du calendrier en fonction du pourcentage de victoires des équipes de la saison d'avant, ce qui n'est pas forcément la difficulté réelle, puisque ça se peut qu'une équipe qui était forte l'an dernier devienne un peu moins forte, etc. Mais en tout cas, ça donne quand même un ordre d'idée. Et évidemment, les Giants ont le calendrier le plus difficile, avec 155,9 points. Juste derrière, il y a les Browns avec 153,4. Après, les Lions avec 153. Bref, ça descend comme ça. Jusqu'au plus faible, 131,5. C'est les 49ers qui ont le calendrier le plus faible. Et avant-dernier, les Patriots de Drake May avec 134,4. Bref, donc on a le calendrier le plus difficile. On a une bye week très tard dans la saison. Et je me suis fait une remarque, les 3 matchs de pré-saison sont toujours, c'est pas des gros déplacements. Je sais pas si c'est toujours été comme ça. Bills, Jets, donc Bills, c'est pas très loin de New York, c'est même quasiment New York, même presque plus New York, je crois que je me souviens plus, mais il y en a qui disent ça. Les Jets, c'est New York et Boston avec les Patriots, donc ça reste dans le coin, donc c'est assez logique. Et le reste, c'est compliqué. On a plus de déplacements que de matchs à domicile. Voilà, c'est notamment le début, Commanders, Cowboys, Chiefs. Voilà, c'est 2 matchs à l'extérieur chez des concurrents directs, et puis après on reçoit les Chiefs. Bon, voilà, c'est pas très rassurant ce calendrier. Après, c'est la NFL, tout est difficile. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Thiago, quand tu vois ça? Quelle est ta première impression? Qu'est-ce qui te vient en tête? Alors, pendant que tu parlais, je regardais les prédictions que je m'étais fait et puis je les ai légèrement changées. Mais initialement, je me suis dit, on va commencer par 3 défaites. Oui, c'est possible. Parce que Commander, enfin, je veux dire, forcément, on pense Commanders, on pense Jadon Daniels, qui était Rookie of the Year, 5e meilleure attaque. Ils se sont améliorés en récupérant Deebo Samuel. Ils ont aussi renforcé leur ligne. Après, leur défense, j'ai pas l'impression qu'elle se soit améliorée de ouf. On pourrait créer la surprise avec les Commanders parce que moi, je pense que ce qui peut être un facteur assez intéressant, c'est justement notre Abdul Carter. Abdul Carter qui, voir comment est-ce que Shane Bowen va l'utiliser. En fait, le premier mois du calendrier, nos rookies, la NFL ne saura pas comment est-ce que les Giants va les utiliser. Et puis au bout d'un mois, ils vont commencer à avoir un échantillon de 4 matchs et les coordinateurs offensifs et défensifs vont pouvoir se préparer à tel ou tel joueur. Donc, les Commanders, c'est du 50-50. Je pensais qu'on allait perdre ce match. Maintenant, en fait, en écoutant aussi d'autres podcasts, je me dis, ouais, non, c'est un match qui peut être atteignable. Les Cowboys, ils se sont quand même pas mal renforcés, je trouve. Offensivement, en tout cas. Enfin, bon, ils ont toujours leur quarterback. Ils ont récupéré George Pickens. Ils ont certes perdu Brandon Cooks, mais bon, Brandon Cooks, c'était pas leur arme principale. Mais tu vois, CeeDee Lamb et George Pickens, ça peut faire mal, fait un c'est peu deux froid bons dans le dos, receveurs. quoi. Ouais, ce sont de très bons receveurs. Et puis les Chiefs, ce sont les Chiefs. Même s'ils ils étaient au Super Bowl, même s'ils se sont fait éclater par les Eagles, ça reste quand même une très bonne équipe. Donc pour moi, ce serait pas impossible qu'on commence avec 3 défaites et qu'on ait notre première victoire
quand on est à domicile contre les Chargers. C'est dur quand même de commencer la saison où tu fais tes 2 premiers matchs à l'extérieur et ton premier match à domicile, il est contre le vice-champion. C'est clair. Ouais. Et derrière, même les Chargers, c'est fort aussi, donc c'est pas évident. Ça se peut que la première victoire vienne contre les Saints, parce que ça a l'air d'être l'équipe la plus faible du début de calendrier. Après, on a Eagles. Broncos, c'est les playoffs aussi. Eagles. Ah putain, on joue les Eagles sur la semaine en l'espace de 3 semaines. 8. J'avais pas vu. Bon, bah, ça, c'est un peu chiant. Après, bon, au moins c'est fait, on est débarrassé. 49ers, alors 49ers étaient nuls l'année dernière. Ils ont perdu Deebo Samuel. Mais ça veut rien dire. Je pense ils viennent de signer Brock Purdy sur un gros contrat, là, donc ça, ils ont un QB à long terme. Mais non, ça veut rien dire, je suis d'accord avec toi. Mais bon, comme quoi, ce que je veux dire aussi. Les saisons précédentes, ils étaient bons. Oui, ils étaient bons. Oui, je suis d'accord. De toute façon, ils ont McCaffrey dans tous les cas. Ça reste. Voilà. Et après, ils avaient, je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, où ils avaient eu beaucoup de blessures. Ils avaient perdu contre les Eagles. D'ailleurs, ils étaient complètement diminués. Ils étaient un peu deg. Ce qui avait un peu mis fin à la saison des Eagles il y a 2 ans, justement, quand ils les avaient battus. On avait vu ça dans la série Wide Receiver où Deebo Samuel expliquait ça. Ils étaient très contents de les avoir battus et ça avait un peu torpiller la saison des Eagles d'ailleurs à ce moment-là. Bon, en tout cas, ça paraît moins infaisable que ça l'était il y a peut-être 2 ou 3 ans. Après les Bears, les Bears, j'ai l'impression que c'est toujours l'équipe, on se dit ouais, là ils sont renforcés tous les ans. Puis en fait, ils font à chaque fois des saisons moyennes, donc bon, on ne sait pas. Ils ont ce que j'ai noté chez les Bears, c'est que c'est l'une des pires attaques et l'une des pires défenses de la ligue l'année dernière. Mais étrangement, ils étaient première défense en TD contre la passe, en TD à la passe, mais d'un côté, ils se prenaient plein de TD à la course, donc personne n'avait besoin de passer contre eux. C'est un peu comme les Eagles, c'est l'une des pires attaques à la passe en 2024, mais en même temps, ils défonçaient tout le monde à la course, donc ils n'avaient pas besoin de passer. Les Bears... Là, c'est quand c'est semaine 10. Non, c'est pas semaine 10. Si, c'est semaine 10, le 9 novembre. Ouais, donc c'est en hiver. Ça peut être dans des conditions assez rudes. Mais c'est pas le match qui m'inquiète le plus. Moi, c'est surtout les Packers derrière. Les Packers. Lions, mec. Packers-Lions, là, c'est les deux, c'est chaud. Hein. Ouais. Packers-Lions, coup sur coup. Et puis après, on se tape les Patriots qui ont un nouveau head coach avec Mike Vrabel qui avait une attaque absolument horrible. Je pense que la seule chose que j'ai notée chez eux, c'est qu'ils ont récupéré Stephen Diggs. Et on a notre bye week qui est en 14e semaine. On a fait 14. Là, c'est super long. Je me demande si d'ailleurs la 14e semaine, c'est pas la dernière semaine où tu peux avoir une bye week, puisque généralement, le dernier mois de NFL, il n'y a pas de bye week. Je sais pas, mais ils n'ont pas été très cool avec nous sur le calendrier, en tout cas. Ça, c'est clair. Après, là aujourd'hui, ce sont que des prédictions parce que on a vu des calendriers qui étaient super faciles, qui sont avérés être très difficiles et vice-versa. Il y a des équipes qui changent de visage juste parce que on a rajouté ou perdu un joueur. Mais tu vois, je parlais des 49ers. L'année dernière, personne n'aurait estimé qu'ils étaient aussi nuls. Ah, bien sûr. Exactement. Ouais, parce que les 49ers, ils ont eu plein de blessures, etc. Les Eagles se sont énormément améliorés parce qu'ils ont eu un nouveau coordinateur défensif. Donc, ça va être intéressant de voir. En fait, moi ce que je pense, c'est que si tu prends les Giants de l'année dernière et que tu regardes ce calendrier, tu dis on se fait éclater et on fait même pas 4 saisons. Enfin, 4 saisons, 4 victoires, pardon. Mais quand on voit tous les moves qu'on a fait en free agency, en draft, bon, c'est pas encore ce qu'on veut, mais j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on dit ça. Putain, ouais, c'est clair. On a l'impression qu'on s'est amélioré de fou. Et ça va être intéressant de voir est-ce que c'est Russell Wilson qui va emmener cette équipe jusqu'en décembre? Est-ce qu'il va y avoir un changement de quarterback? Est-ce qu'on va voir justement Jackson Dart sur le terrain? Est-ce que l'apport d'Abdul Carter va permettre à Brian Burns, à Dexter Lawrence et à Thibodeau de débloquer un peu plus le compteur au niveau de sac? On rappelle qu'en début de saison, sans Abdul Carter, on était la meilleure équipe en termes de sac, et puis dès qu'on a perdu Dexter Lawrence, ça s'est un peu cassé la gueule. On a un front seven qui est ultra fort.
en Ouais, moi, je suis défense. fort. Je suis d'accord avec toi. La défense, elle est sur le papier, elle a l'air très cool, hein. On a des bons safety, on a des linebackers solides. Mhm. Sur les outside linebackers ou la ligne, ça tient largement la route, voire ça peut être peut-être même une des meilleures de NFL. Je trouve que c'est cool sur le papier. Ouais, donc en gros, le message, c'est écoutez pas les médias qui disent qu'on a le programme le plus difficile de la NFL. C'est-à-dire qu'en fait, si on gagne, on pourra dire, vous avez vu, on avait le calendrier le plus difficile de la NFL. Ouais, c'est ça. Et par contre, si on perd, on dit, ouais, mais en même temps, on avait le calendrier le plus difficile de la C'est vrai, NFL. voilà. Très bien. Bonne idée. Écoute, ça me va bien. C'est une bonne idée de faire ça. Et juste pour finir, parce qu'on parlait de la bye week, semaine 14, derrière, on a les 4 dernières semaines, Commanders, Vikings, Raiders, Cowboys. Bon, voilà, là, ça. Je sais pas, les Cowboys me font moins peur qu'il y a quelques saisons. Les Commanders plus, donc ça s'équilibre un peu, et c'est un peu les vases communicants. Les Vikings, on ne sait pas trop parce qu'ils vont avoir leur quarterback. Donc ils ont fait une très bonne saison avec Sam Darnold qui est plus chez eux. Ils vont avoir leur quarterback, comment il s'appelle, rookie, qui était blessé au genou toute la saison dernière, là, mais qui a JJ l'air. McCarthy. Ouais, JJ McCarthy qui a l'air Ouais. quand même bon. Et les Raiders, par contre, c'est qui le quarterback des. Ah bah oui, ils ont pris le quarterback des Seahawks. Euh, Geno mince, Smith. Geno Smith avec son Eh, je coach. suis en feu avec les noms, Oh j'ai ouais, vraiment t'es du mal. chaud sur les noms. Putain, moi, je suis une bite, J'ai là. failli oublier Abdul Carter tout à l'heure. Euh, ouais, Tu veux que je Geno fasse une Smith. interro? Vas-y, je te fais une interro. C'est qui, lui? Attends. Scatibou. Ouais, lui, c'est qui? Euh, c'est pas facile celui-là. Non, je sais pas. C'est le tour 7, je me souviens plus, le Cory Black, je crois, il s'appelle. Ouais, c'est ça. Au-dessus de lui, c'est qui? Au-dessus de lui, je sais plus son prénom, mais c'est Beau, non? Oui, c'est lui, ouais. Au-dessus de lui, le mec au-dessus, c'est le. Enfin, à sa côté de lui, c'est le mec qui se tatoue tout seul. T'as Ouais, entendu parler c'est de le ça? Tight end, j'ai pas son nom, mais Fidonné The Second, je crois, et Alexander juste au-dessus là. Et derrière ma tête, Abdul Carter et ses dents d'argent. Voilà. Bon, ça, c'est pour ceux qui regardent sur YouTube. Et pour ceux qui regardent pas sur YouTube, j'ai mis en fond d'écran de ma caméra la photo de tous les rookies qui se prennent en et, selfie. et surtout avec le lag de 17 000 km qu'on a entre toi et moi, j'avais un petit temps d'attente entre le moment où je voyais où allait ton doigt. Je fais putain, mais en fait, où est-ce qu'il va? Mais ouais, pour en revenir aux Vikings, alors les Commanders, match retour, euh, bah, je pense que comme au match aller, ça reste une équipe qui est forte, mais on verra qui est là. En fait, c'est difficile de prédire décembre parce qu'en décembre, tu ne sais pas quel joueur sera là. Il y a des Ouais, équipes c'est vrai qu'il qui, peut y avoir des blessés. enfin, la seule certitude qu'on a, enfin, c'est pas vraiment une certitude, mais en tout cas, si tu regardes ce qui s'est passé, il y a une forte probabilité, c'est que en semaine 18, les Cowboys joueront sans Dak Prescott qui se blesse à toutes les saisons. Ah, je suis Ouais. désolé de le dire. Et tu sais, Euh, attends, Jadon Daniels, mec, Jadon Daniels, il a un style de jeu où il peut très bien manquer une demi-saison comme ça, hein. Voilà. ouais, je suis d'accord. Bah, il a un style de jeu assez dangereux. Donc, il faut qu'il prenne soin de son corps parce que c'est quand même un excellent quarterback. Euh, les Vikings, a priori, ils devraient avoir leur QB JJ McCarthy. On ne sait pas ce que ça a donné, mais ce que j'avais noté sur les Vikings, tu vois, c'est top 10 passing attack, mais ils sont faibles à la course. Ils sont top 5 contre la course, mais faibles contre la passe. Donc, tu sais, c'est un peu les vases communicants. Mhm. Mais enfin, ils ont été jusqu'en wild card. Ils ont fait 14 victoires la saison dernière. Je pense qu'ils ont un très bon coaching staff. Les Raiders, qui est le coaching staff des Raiders en ce moment? Ça a Bah, changé. c'est l'ancien head coach légendaire des Seahawks, là, avec comment il s'appelle? Pete Ah oui, Carroll, c'est Carroll, c'est Pete Carroll, exactement. C'est Pete qui Carroll, j'avais justement a fait oublié ça. revenir son quarterback parce que voilà, il aime bien et qu'il se sent à l'aise. Ça peut être Oui, pas mal, les Raiders, hein, ils peuvent faire des belles choses, hein. ouais, 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 donc ouais, cette fin de calendrier, c'est un peu c'est très difficile à prédire, mais tu vois, dans ma première prédiction, j'avais mis un bilan à 8-9, et puis j'ai changé d'avis. À mon avis, on va être pas loin des 50% de victoire. Enfin, là, on peut pas faire Ce serait 50% cool. non Moi, plus, ça, j'aimerais bien, mais hein. ce serait, J'aimerais bien. si on fait 8-9 ou 9-8, moi déjà, si on fait au moins 7 victoires, c'est une saison réussie. Voilà. Ouais, je suis C'est, d'accord. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. J'essaie de me faire tous les scénarios possibles en termes de qu'est-ce qui va se passer, à quel moment on fait jouer qui, pour les quarterbacks surtout. Tiens, question. Est-ce que toi, ça te dérangerait que Jackson Dart ne joue pas du tout de la saison? Non, ça ne me dérange pas Ok. du tout. Je trouverais même ça plutôt que c'est plutôt un bon signe. Ça voudrait dire a priori que Russell Wilson joue bien. Parce que pour moi, si un moment on décide de bencher Russell Wilson ou que Russell Wilson s'est blessé, ça veut dire qu'il va y avoir Jameis Winston en quarterback 2. Oui. Et Winston, on sait comment il est capable de te faire un super match comme il est capable de te faire un match horrible. Et on le rappelle que cette équipe a un coaching staff et un GM qui sont sur un siège éjectable et ils vont pas laisser Winston 3 matchs faire des matchs horribles. C'est-à-dire qu'ils vont laisser Winston faire une grosse bourde, ils vont le laisser un deuxième match et si en fait en première mi-temps ça foire, et ben Jackson Dart rentrera sur le terrain. C'est le scénario que je vois. Donc, mais pour moi, si on arrive en décembre et que Dart n'a toujours pas joué, ça veut dire que Russell Wilson se démerde bien et c'est bon signe pour tout le monde, quoi. Est-ce que tu te souviens combien de matchs avait joué? J'ai la réponse, hein, c'est pas une question ouverte. Est-ce que tu te souviens combien de matchs avait joué Patrick Mahomes de sa saison rookie? 0. 1, le dernier. Et est-ce que c'était parce qu'ils étaient qualifiés qu'ils voulaient... Je me souviens plus, mais c'était sûrement un truc moins important, donc il l'avait fait jouer. Voilà, c'est comme quoi passer une saison vraiment sur le banc à apprendre. Il y a tellement de choses à engranger, tu sais, les trucs bêtes comme comment tu te prépares pour le match, qu'est-ce que tu fais, quelles sont les habitudes, etc., etc. Moi, je préférerais très largement le voir attendre une saison pour jouer l'année prochaine plutôt que de le rusher trop vite et de se dire ah putain on aurait dû attendre, il n'était pas prêt, machin. Il y a des gens qui disent alors il y a des gens qui disent regarde, imagine pendant le training camp bon ça se passe correctement pour tous les quarterbacks, mais je sais pas, Jackson Dart il montre des trucs vraiment, on a l'impression que c'est lui le meilleur quarterback des trois, il est vraiment affûté, machin. Est-ce que tu le fais jouer day one ou est-ce que tu te dis même si c'est a priori le plus fort là sur le terrain, je veux quand même pas le mettre tout de suite parce que je préfère le faire attendre? Ou est-ce que tu te dis vas-y je le mets tout de suite? C'est qu'en fait s'il montre un très bon training, pour moi Jackson Dart commence l'intersaison comme QB3. Oui, on va pas vous faire le coup de non c'est QB4 parce que Tommy DeVito DeVito ne fera pas partie de cette équipe sauf incident. Sauf si Winston part et que du coup il nous faut un QB3. Mais... Voilà, exactement. Donc Jackson Dart pour moi est QB3 avec QB2 Winston, QB1 Russell Wilson. C'était ce qui a été annoncé par Brian Daboll qu'il commençait la saison avec Wilson comme titulaire. On rappelle Wilson c'est un peu fait avoir chez les Steelers où au bout d'un mois les Steelers ont décidé de mettre le quarterback dont le nom m'échappe. Ça y est, c'était un peu différent hein, parce que c'était Justin Fields qui est aux Jets maintenant. Je crois que l'histoire c'était plutôt ils s'est embrouillés, ils appelaient des jeux, lui il changeait sur la ligne, il s'en foutait. Il y a eu une incompréhension et ça s'est mal passé en termes de comportement avec le coordinateur offensif. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Wilson, en effet, ce qui doit l'inquiéter, c'est de se dire je peux me faire retirer le poste de titulaire alors même que je joue bien. Mais le scénario que tu décris où Jackson Dart montre dans le training camp et la pré-saison, et je pense que d'ailleurs on va voir beaucoup de Jackson Dart pendant la pré-saison, ce qui va être pas mal, montre des choses absolument incroyables. Pour moi, ça veut dire qu'il deviendrait QB2 et non pas QB3. Enfin, et non pas QB1. C'est-à-dire qu'il passerait de QB3 à QB2 et on garderait Russell Wilson comme QB1, quoi qu'il advienne, parce que à mon avis, le coaching staff est conscient que Jackson Dart a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment en termes de lecture de jeu. On sait qu'il peut être un peu téméraire avec ses passes et faire des mauvaises décisions. Donc, il n'a jamais fait de véritable snap count à la NFL. Le fameux, alors ça ils en ont parlé, parce qu'ils faisaient des claps, alors ils disaient oui, il faut qu'il apprenne, etc. Bon, ça va, il devrait apprendre assez vite. Attends, d'ailleurs, du peu de vidéos que j'ai vues, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est Jackson Dart qui s'apprête à passer et
il fait flipper le ballon Ouais, mais dans c'est sa rien, main ça. avant de l'envoyer. Et là, tu dis, non, mais mec, Tu fais pas ça en effet. t'es en train de frimer là, c'est pas possible. Donc, C'est du show ouais. off. Non, mais je pense que c'est un réflexe en fait. Mais ça, si ça c'est un réflexe, il faut qu'il le fasse disparaître très vite. Parce que si au moment de lancer la balle, il se met à faire des petits flips de la balle comme ça et qu'il se fait plaquer, à ce moment-là, Et surtout, je fameux. vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que, Non, mais je pense que c'est pas exprès, c'est même pas volontaire en fait, je pense. non, parce qu'en fait, tu vois, d'un point de vue mécanique, je peux comprendre que dans ta cadence, tu aies besoin de taper sur la balle avant de l'envoyer. Parce que Ouais. c'est. Voilà. Par Ils font contre, tout le ça côté quasiment les QB. Ouais. de faire de faire pivoter le ballon dans ta main, parce que là, et on parle pas de pivoter dans le sens comme ça, hein, c'est la pointe te fait comme ça. Ouais. Je dis, mais ça apporte quoi? Ah non, ça apporte rien. Voilà. En plus, surtout, t'es pas sûr parce que le ballon, tu sais, tes doigts, au moins tes deux derniers doigts, sont dans les lacets. Ouais. Donc quand tu fais flipper la balle, il faut que tu le fasses très bien pour que tu retombes dans les lacets, parce que bon, tu peux quand même lancer si elle n'est pas dans les lacets, mais c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, quand le quarterback te snap la balle, alors sur un snap long, tu dois la recaler dans tes doigts avant de lancer. Si tu dois lancer très vite, parfois tu n'as pas le temps, tu l'envoies comme ça, sur des passes courtes, mais sinon tu la recales. Et quand le quarterback, tu fais un snap au cul du centre, il met le ballon, il l'oriente de façon à ce que quand il te le donne, ça tombe direct sur les lacets au bon endroit sur tes doigts. Ouais. C'est des petits trucs que tu dois travailler avec ton centre. Il y a des automatismes comme ça à travailler avec le centre qui sont importants parce que tu as besoin que la balle soit. Parce que tu as des actions où tu prends la balle au cul du centre, tu fais un pas de recul et tu l'envoies tout de suite sur une screen pass et il faut qu'elle parte très vite. Donc si elle n'est pas bien mise dans tes doigts, par exemple, ça ne marche pas bien. Bref. Mais tout ça pour dire qu'il faut que Jackson Dart, à mon avis, il faut qu'il la prenne sur le banc, qu'il n'ait pas la pression. Il me semble, Tom Brady qui disait qu'il trouvait que le niveau des quarterbacks baissait parce que on les envoie, on simplifie trop les playbooks pour eux et on les envoie sur le terrain trop rapidement parce qu'il y a une pression de les mettre sur le terrain très rapidement. Hein. Ouais. Quelqu'un comme Cam Ward, lui, il va être titulaire. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais Jackson Dart, il n'a pas besoin d'être titulaire cette saison. Et surtout, de ce que tu dis, le passer QB2, en fait, l'implication, c'est qu'il n'y aura vraisemblablement pas 3 QB sur le banc de touche. Il y aura QB1 et QB2 dans les joueurs alignés sur chaque match. Tu as 2 quarterbacks, tu n'as pas 2 remplaçants pour ton quarterback. Donc, ça veut dire que s'il est QB3, il sera vraisemblablement pas en équipement au moins pendant les premiers matchs. Donc s'il passe QB2, là il s'équipe, là il a une routine différente, une pression différente, parce que si tu es QB2, potentiellement, à tout moment, un quarterback peut se blesser et tu es amené à rentrer. Donc si tu es QB3, tu peux être sur le bord avec ton petit hoodie, tu regardes tranquille, t'écoutes, parce que souvent les quarterbacks remplaçants qui ne sont pas habillés, ils ont quand même une petite oreillette pour entendre ce qui se dit, pour s'imprégner du playbook, etc. Donc voilà, c'est quelques matchs comme ça, le voir même pas équipé, moi ça me dérange pas spécialement. Ouais. Bref. Ok, écoute, il se fait tard, je vais aller me coucher, je suis bien fatigué. Et moi, il se fait tôt, je ne sais pas, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez peut-être remarqué que dans le miroir derrière moi, en début d'épisode, c'était tout noir, et maintenant le soleil s'est levé. Enfin, le soleil. Il y a une belle lumière. Voilà, il y a de la lumière, mais il n'y a pas vraiment de soleil aujourd'hui. On dirait que tu as été maquillé, tu as la peau bien lisse, ça y est, tu as l'éclairage idéal. Moi, j'ai un éclairage dégueulasse de mon bureau. Bref, bon, merci Thiago en tout cas. C'était c'est à chaque fois, on se dit, bon, il n'y a pas grand-chose à raconter, puis en fait, on trouve toujours 1000 trucs à dire sur les Giants. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thiago, passe une bonne journée, bon courage. Et puis, à très bientôt pour reparler des Giants. À plus tout le monde. Ciao. Salut.